très précieuse de Lolita qui doit être là parmi nous. J'ai quelques poèmes enregistrés que je devrais vous passer. Ça nécessite une petite manipulation technique, donc ne vous inquiétez pas si à certains moments je galère un peu. Et peut-être prévoyez d'avoir des écouteurs, ça serait peut-être mieux pour vous si vous écoutez seul face à cet ordinateur. J'en ai suffisamment dit, maintenant nous pouvons commencer, mais si vous voulez bien, nous allons commencer par la fin. On annonce la mort de mademoiselle Renée Vivien, l'auteur des Kitarèdes. Elle s'est éteinte de consomption dans son mystérieux hôtel de l'avenue du Bois, où elle se complaisait parmi son peuple de Bouddha, dans l'obscurité profonde à peine rompue par la lueur de quelques cierges. Depuis plusieurs mois, elle semblait avoir dit adieu à son idéal païen. Des idées mystiques la hantaient, et elle est morte après s'être convertie au catholicisme. Ces mots qui vous mettent directement dans l'ambiance et qui vous posent le décor sont ceux du Figaro, qui 2 jours après la mort de René Vivien en 1909, font cette petite notice nécrologique qui me paraît très intéressante d'abord, peut-être pour vous captiver un peu, et ensuite parce que il met directement en jeu tout ce qui va rester du mythe Vivien immédiatement après sa mort, c'est-à-dire qu'elle est majoritairement oubliée, mais que dans la mémoire dans laquelle elle subsiste, ça va être en tant que cette femme étrange, recluse dans son mystérieux hôtel, entourée de son peuple de Bouddha et de ses cierges. Si j'ai choisi de commencer par la fin pour cette introduction, c'est parce que Renée Vivien est, je pense, une femme qui, à bien des égards, a été à rebours de son temps d'abord, où elle a fait scandale, malgré ce qu'on peut dire, ou même s'il y avait des cercles lesbiens et féministes, dirait-on aujourd'hui, qui existaient, son œuvre a fait scandale, était très mal accueillie, et elle en a beaucoup souffert à rebours de notre temps, évidemment, puisque c'était une infatigable voyageuse alors que nous nous retrouvons bloqués derrière nos ordinateurs pour parler entre nous, et aussi puisqu'elle a chanté cette fameuse heure des mains jointes sur laquelle nous reviendrons et qui va à l'encontre de tous nos gestes barrières, mais surtout à rebours, puisque vous l'aurez compris en lisant ces quelques mots, on a l'impression qu'elle pourrait sortir du fameux roman de Huysmans, dans cette espèce de Paris mi-fin de siècle, mi-art nouveau, absolument captivant, qui nous fait beaucoup fantasmer, mais qui n'en reste pas moins, je pense, un mythe. Et c'est là-dessus que je voudrais centrer mon introduction et globalement le chemin de cette conférence, sur l'idée que Renée Vivien peut-être pâtit trop du mythe qu'elle s'est elle-même construit dans une certaine mesure, qui est celui de cette femme mystérieuse, androgyne, qui était anorexique, peut-être alcoolique, peut-être droguée, euh, et qui est morte de de son propre fait. Alors, il y a quelqu'un qui fait un tout petit peu de bruit, je ne sais pas qui c'est, donc si vous voulez bien éteindre vos micros, ce serait plus pratique. Il faut commencer par dire évidemment que la poétesse qui nous occupe ce soir est très peu étudiée, très peu lue, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une inscription au concours. Et puis, ce qui est problématique, elle est très peu éditée. La dernière édition, si je ne me trompe pas, ses œuvres complètes remontent à 1986 ou 87. Aujourd'hui, c'est en rupture de stock. On ne trouve quasiment rien d'elle de disponible en magasin, si ce n'est ce choix de poème que je vous ai recommandé, qui est aux éditions Point, et que vous trouverez dans l'exemplier. Mais ce qui est intéressant, c'est que René Vivien a toujours eu un tout petit cercle d'adorateurs extrêmement fervents, dès sa mort en fait, et encore aujourd'hui il y en a, ce qui fait qu'il y a des blogs sur Internet, en particulier un blog dont je vous ai aussi donné la référence, qui répertorie toutes ses œuvres et où vous avez un accès à des versions à peu près, euh, disons, assurées de ses poèmes, et je me suis beaucoup servi de cela. Il est donc tentant, extrêmement tentant, de voir en René Vivien cette Sappho 1900 à laquelle j'ai donné le titre alléchant de cette conférence, qui vous a peut-être attiré. Pourtant, je pense que effectivement, la réduire à cette image de Sappho 1900, c'est se tromper et c'est le refuser, ce qui est en fait au cœur de sa poésie, c'est-à-dire la femme de chair qu'elle a été, la femme qui a aimé d'autres femmes et qui les a aimées très physiquement en réalité. Sappho 1900, d'ailleurs, ce n'est qu'une partie du surnom complet qu'on lui a donné, puisque ce surnom complet, c'était Sappho 1900, Sappho 100%. Bon, ça fait un peu slogan publicitaire, c'est pour ça qu'on coupe la plupart du temps. Mais vous voyez qu'il y a vraiment l'envie de la réduire en fait à Sappho en disant qu'elle est Sappho 100%, alors qu'en réalité Sappho est peut-être simplement un masque qu'elle s'est donné pour porter sa voix. Euh, elle a eu d'ailleurs beaucoup d'autres masques. À la fin de sa vie, elle s'est beaucoup intéressée à la figure d'Anne Boleyn, dont elle a écrit une biographie. Et même si évidemment Sappho était une présence obsédante, ce n'est pas la seule dans sa vie et dans son œuvre. Et il faut bien comprendre que rien que Renée Vivien, c'est déjà un premier masque, puisque ce n'est pas le vrai nom de la femme dont nous allons parler ce soir.
Je vous propose donc un itinéraire en 3 étapes classiques. D'abord, on va parcourir un peu sa biographie et en fait beaucoup plus son œuvre, c'est-à-dire que j'essaie d'insérer des bouts de ses poèmes tout au long de sa biographie pour essayer de vous faire lire un maximum, peut-être trop, donc je serai certainement amené à passer et à vous dire de lire plus tard l'exemplier pour trouver les poèmes en eux-mêmes. Ensuite, on s'intéressera à son recueil de 1906 qui s'appelle À l'heure des mains jointes, qui est, je pense, une de ses plus belles œuvres et qui nous permettra surtout de voir la plupart des thèmes qu'elle a pu aborder à un moment de maturité poétique et personnelle, puisqu'elle est morte en 1909, extrêmement jeune. Euh, et enfin, on terminera donc par une étude plus attentive, puisque ce n'est pas vraiment un commentaire, c'est beaucoup plus court, d'un des poèmes d'À l'heure des mains jointes. La biographie va être la partie la plus longue, en fait, d'abord parce que je pense que c'est important dans la mesure où René Vivien n'est pas une poétesse connue et je ne peux pas considérer que vous savez déjà des choses sur elle. Ensuite, parce qu'en fait, elle n'a eu de cesse dans sa production poétique de s'écrire, de se réécrire et de s'inventer. Et les deux sont de pair. Il faut construire de pair l'étude de sa vie et l'étude de son œuvre. Donc c'est pour ça que qu'on va commencer direct par la biographie et qu'elle va durer peut-être un peu plus longtemps que les autres parties. Je voulais juste, je n'ai pas mis de bibliographie pardon, à la fin de mon exemplier, je voulais juste vous signaler que la plupart des choses que je dis ici s'appuient entre autres sur les travaux de Jean-Paul Goujon, qui a été le grand artisan critique de la Renaissance moderne de René Vivien, qui a beaucoup écrit sur elle, qui a fait beaucoup d'efforts pour rassembler ses œuvres et pour les éditer aux éditions de Régine Desforges, qui était spécialisée dans la littérature érotique et en particulier lesbienne. Tout cela étant dit, passons pour de bon à la biographie, et cette fois-ci en commençant par le commencement. René Vivien est donc né Pauline Marytown le 11 juin 1877 à Londres, dans une famille dont le père était un riche anglais, un commerçant qui descendait d'une lignée de commerçants ruraux qui étaient venus faire fortune à Londres. Et sa mère était une américaine qui avait passé sa vie à Honolulu, son enfance à Honolulu du moins. C'est-à-dire que René Vivien naît d'emblée dans une famille assez cosmopolite, mais à Londres, et c'est un des grands drames de la vie de René Vivien, c'est qu'elle est anglaise de sang. Elle l'a toujours renié, elle a une détestation profonde pour l'Angleterre, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour faire oublier qu'elle était anglaise, elle ne voulait pas qu'on l'appelle Miss sur ses lettres, elle s'est trouvé un prénom et un nom qui avait une consonance bien plus française que son nom de famille d'origine. Elle a écrit en français aussi surtout, vous verrez qu'il ne faut pas trop exagérer le bilinguisme de René Vivien, puisqu'en fait, avant ses 2 ans, elle habitait déjà à Paris, donc le fait d'écrire en français n'est pas une prouesse, c'est-à-dire que c'est pas une langue qu'elle a appris vraiment très tard, donc euh, même si elle a choisi le français contre l'anglais, il ne s'agissait pas d'une entreprise totale de troc de langue. Mais en tout cas, il y a un gros problème chez René Vivien de ses origines. Et c'est pas un rejet de l'Angleterre uniquement parce qu'elle voulait être une bonne française, mais c'est un rejet de l'Angleterre et du victorianisme en fait qui sévit à cette époque-là, de la morale victorienne qui est extrêmement rude, ces valeurs bourgeoises qui se mettent à triompher sur une Angleterre peu un peu industrialisée et qui lui interdit évidemment tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a envie d'être. Et elle a un dégoût profond de ça, ce qui fait qu'elle s'est inventée des tas d'origines, françaises, irlandaises, norvégiennes, elle a dit à tout le monde qu'elle descendait de vikings, etc. Tout était bon pour surtout faire oublier le fait qu'elle avait pu être anglaise. Et c'est lié évidemment à ça. Même, à tel point que même dans ses lettres à Nathalie Clifford Barney, dont je reparle après, qui est une américaine et qui a été le grand amour tumultueux de sa vie, dans ses lettres, elle lui écrivait en français. Ça fait une correspondance en français et pas du tout en anglais, alors que c'était leur langue maternelle à toutes les deux. Comme je l'ai dit, donc assez vite, ses parents se sont établis à Paris, avant même ses 2 ans, au Bois de Boulogne. Et ils ont fait en sorte de lui donner une éducation de parfaite bourgeoise. Elle a appris la musique, le français évidemment, la littérature, la poésie. Son père meurt alors qu'elle n'a que 9 ans, ce qui fait que la présence masculine s'en va très tôt dans sa vie, et qu'à l'inverse, elle a un rapport extrêmement conflictuel avec sa mère, qui était la parfaite bourgeoise, et qui s'est servie de son statut de veuve pour vivre, disons, le plus librement possible, des amours tout à fait passagères, quitte à abandonner un peu ses filles. Le résultat, c'est que René Vivien, qui ne s'appelle donc pas René Vivien, déteste l'Angleterre et a toujours eu un désir d'émancipation et de se détacher de ses origines. Elle écrit dans sa correspondance à Jean-Charles Lebrun, qui est son maître de grec et son confident, elle lui écrit en 1902 « J'aurais dû naître enfant naturel de père et de mère inconnus, car pour moi le sentiment de la famille et de la parenté n'existe pas. Les liens du sang n'ont jamais su m'impressionner. Je suis né libre. » Vous voyez qu'il y a déjà en germe un discours qui est quasiment ce qu'on appellerait, nous, féministes, qui est aussi un refus d'être soumise
en particulier à un homme, dans le cadre du mariage, mais globalement, à n'importe quel lien qu'elle n'aurait pas choisi elle-même, et qui donne lieu au fait que ses amantes, elle les appelle à la suite de Sappho ses sœurs. Jusque sur son lit de mort, elle a renié sa mère, donc je n'insiste pas là-dessus, mais c'est pour vous dire surtout qu'elle a eu très tôt l'envie de se réinventer et d'inventer un nouveau personnage, quitte à tomber dans la mythomanie. Et René Vivien, le personnage de René Vivien, procède directement de cette envie-là. J'ai lu assez peu de choses sur l'origine de ce pseudonyme, donc j'en suis réduit à faire des conjectures, mais qui sont peut-être relativement vraisemblables. Dans René, évidemment, on entend la Renaissance, la volonté de faire mourir un être ancien pour qu'un nouveau puisse renaître. Il y a aussi la référence, je pense, au René de Chateaubriand, qui a donné lieu à l'expression du vague des passions. Hein. Vous voyez cette espèce de sentiment de dépression qui est l'ancêtre du spleen baudelairien et qui peut tout à fait caractériser l'intégralité de la poésie de René Vivien. Il y a aussi le fait que René est un prénom qui, à l'oral uniquement, est épicène, n'a pas de genre, et qui, à l'écrit, avec ce E, se différencie du masculin, mais reste en même temps rattaché au masculin, parce que René est un prénom plus particulièrement masculin, qui fait apparaître déjà de loin la figure de l'androgyne qui est si importante pour René Vivien. D'autant que c'est intéressant de voir que pour son autre pseudonyme, c'est exactement le même mécanisme. Son autre pseudonyme, c'est Paul Riversdale, et Paul, c'est la même chose. Vous avez le prénom traditionnellement masculin, Paul, avec le E qui est rajouté derrière. Donc il y a quelque chose d'assez constant là. Puis pour Vivien, vous retrouvez dans le redoublement la volonté de faire venir la vie à soi, qui est donc assez loin de la pulsion noire à laquelle on peut la résumer, puisque, comme on va le voir assez vite, c'est au contraire une femme qui a beaucoup aimé la vie et qui n'a pas eu l'envie directement d'en finir. Il y a aussi, bon, peut-être la paronymie avec la fée Viviane, hein, qui est le symbole du pouvoir sur les hommes, sur Merlin, et qui revient à plusieurs reprises dans ses... je reviens à sa biographie, assez rapidement. Lorsque ses parents s'installent au bois de Boulogne, ils ont des voisins, qui sont les Chilito, qui sont une famille américaine, qui vient de l'Ohio. Et ses voisins ont une fille, Violette Chilito, qui va avoir une importance capitale dans la vie de René Vivien, puisque ça a été une amie extrêmement proche, peut-être sa première, disons, amoureuse. Et il faut vraiment croire dans le destin pour cette petite histoire, puisque les Chilito aux États-Unis, donc dans l'Ohio, avaient eux-mêmes des voisins. Ces voisins étaient les Clifford Barney, qui avaient eux-mêmes une fille, Nathalie Clifford Barney, qui est le deuxième amour de René Vivien, et son plus grand amour, disons son amour tumultueux, le grand amour charnel de sa vie, qui va lui être présenté par Violette Chilito. Donc vous voyez que dès l'enfance, tout s'est mis en place, et c'est quand même assez fascinant. Sur le statut de Violette, on ne sait pas vraiment à quel point elles ont été proches ou pas. Est-ce qu'elle a... C'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte de son homosexualité. En tout cas, elle écrit dans sa biographie romancée, qui est Une femme apparue, des lignes sur une étrange compagne qui est sans doute Violette Chilito. Elle écrit: vers l'âge de 13 ans, je me pris d'une passion très pure pour une compagne dont j'aimais les beaux sourcils mélancoliques. L'ignorance éloignait l'une de l'autre nos deux bouches trop ingénues. Bon, je vous laisse juste de ça. Toujours est-il que Violette, puisqu'on la retient surtout pour ça, est morte extrêmement jeune, en 1901. C'est un immense choc pour René Vivien, et qu'il y a peut-être dans ce désir de renaissance, le désir de faire renaître à travers ses mots, ou en tout cas d'incarner un peu en elle un bout de Violette, puisque après la mort de Violette, René Vivien gardait une obsession phénoménale pour la couleur violette, pour la fleur de la violette, qu'on trouve absolument partout, et qui lui a valu son autre grand surnom, qui est celui de la muse aux violettes. Ses projets littéraires, semble-t-il, remontent assez tôt dans son enfance, même si ses productions, celles qu'on a conservées, ne datent que de 1895 ou plus tôt, avec toujours un projet poétique. Alors, nous sommes bien d'accord, ça ne bug pas que... On a perdu Guillaume. On a vraiment perdu Guillaume. Heure du décès, 17h54. Oh, flûte. Je vais quand même lui envoyer un message parce que ça se trouve, il est en train de parler dans le vide sans se rendre compte que nous ne l'entendons plus. Fort bien, ce sont les aléas du direct. Bien, je lui envoie un message. Et sinon, nous passerons 1 heure à nous lire des poèmes ensemble de René Vivien, en ouvrant nos caméras et en partageant les lectures de l'exemplier.
Bon. Flûte. Bon. Alors, ça doit vraiment arriver à la personne qui parle, en fait. C'est pas drôle, en fait, si ça arrive à quelqu'un d'autre. Ah. Va-t-il revenir? Il est sans doute parti pour mieux revenir. Pas comme René Vivien, malheureusement, qui est parti sans revenir. Mais... La prochaine fois, je demanderai à la personne qui intervient de m'envoyer son texte. Comme ça, je prendrai le relais de manière impromptue. Hop, en fait, c'était les mêmes depuis le début. Ah, voilà. Est-ce que je suis là à nouveau ou pas? Oui, tu es là à nouveau. Oui, tu es parmi Tu as René. Bon, bah du coup, désolé, j'espère que ça ne recommencera pas. Donc je crois que j'ai été déconnecté au moment où je commençais à parler du début de ces projets littéraires. Simplement pour dire rapidement que ces projets poétiques ont toujours été liés à un projet d'émancipation et l'envie de faire entendre une voix qui était celle d'une poétesse, c'est-à-dire d'une voix féminine. Commençons enfin à citer sa poésie avec un des fragments qu'on trouve dans les Kitharètes, qui sont les traductions, on reviendra après, qu'elle fait des poèmes des compagnes de Sappho, où elle écrit « Car la voix d'une femme, ô Myrtis, doit savoir moduler lentement ses langueurs incertaines, elle doit s'allier au silence du soir et se mêler au frais murmure des fontaines. » C'est un tout petit fragment d'abord pour faire entendre sa poésie, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'en avait pas parlé, et ensuite pour vous faire entendre aussi qu'il y a vraiment un projet de porter une voix féminine qui n'est pas du tout lié d'emblée à quelque chose de morbide. La première production abondante de vers de René Vivien se trouve dans des correspondances privées, et elle Alors, on remarquera qu'à chaque fois, la coupure intervient au moment où elle commence son œuvre littéraire. Du coup, l'esprit de René Vivien a hanté la caméra de Guillaume Picard et ne veut pas l'entendre parler. Du coup, bon, eh bien, nous allons encore patienter. Oh là là. D'ailleurs, Guillaume a l'air de baigner dans la lumière des cierges de Oui, René Vivien. Totalement. Je pense qu'il y a quelque chose là. Oui, donc j'ai hâte de vous retrouver en présence quand même, parce que si c'est aussi compliqué à chaque fois. Quelle idée aussi de faire sa conférence dans un grenier. Ouais, bon. Oh, mon Dieu. C'est pas pratique du tout. Je déteste les visios. Rebonjour Guillaume. Non, c'est une vraie catastrophe, je suis désolé. J'espère que mon réseau me laissera aller jusqu'au bout sans que j'ai besoin de me reconnecter toutes les 5 minutes. Alors, ce que je disais, à la limite, envoie-moi rapidement ton texte si tu veux, pour que je lise dans les intervalles de déconnexion. Je sais pas, est-ce que ça vous pensez que ce sera quelque chose que j'étais de ma caméra? C'est peut-être moins sympa pour vous à écouter, mais peut-être que ça permet que je ne sois pas déconnecté tout le temps. On va peut-être éteindre nos caméras, ça va peut-être déjà faire quelque chose, non? On va Oui, essayer. tenter. Allez. Bon, sur ce, je me relance avec. Ça rajoute un petit frisson. C'est-à-dire que vous appréciez mieux chaque minute que vous entendez pour de vrai. Donc, j'espérais pouvoir commencer à vous lire un de ses premiers poèmes qui est donc Les musiciennes mortes. J'entends passer tout près les seins des musiciennes. C'est le groupe sacré des âmes d'autrefois, dont l'harmonie. Il faut que ça arrive lors de la conférence. Dont l'harmonie intime éclatait dans la voix, dans le clavier sonore ou les lyres anciennes. Leurs pas font murmurer les harpes éoliennes. Est-ce que c'est moi? On m'entend ou pas, moi? Ou je suis... Oui, on t'entend. Oui, D'accord. on t'entend, t'inquiète. Bon, bah, en attendant, je lis les poèmes. Hein. Les musiciennes mortes. J'entends passer tout près les seins des musiciennes. C'est le groupe sacré des âmes d'autrefois, dont l'harmonie intime éclatait dans la voix, dans le clavier sonore ou les lyres anciennes. Leurs pas font murmurer les harpes éoliennes. Leurs esprits harmonieux hantent l'ombre des bois pour enseigner leur art et ses divines lois aux jeunes rossignols.
muses aériennes. Où leur vol passe, l'air a de légers frissons. Elles viennent mêler leurs antiques chansons aux forêts de mystères et d'ombres recouvertes. Comme pour exhaler le chant ou le soupir, je les vois hésiter, les lèvres entr'ouvertes, et le poète seul les entend revenir. Alors, je ne vais pas me lancer dans une interprétation improvisée du poème, malheureusement. Je ne sais pas si j'en aurai les compétences. Donc, on va attendre que Guillaume revienne. Est-ce que je peux tenter? Non, je vais pas empiéter sur les pas de Guillaume. Ce serait quand même très mal poli. Je suis vraiment désolé si ça continue comme ça pendant toutes les 5 minutes. On va réfléchir à faire autrement. Si on a des interruptions constantes, je demanderai peut-être à Guillaume, je sais que ce sera vraiment un pis-aller, mais d'enregistrer sa conférence et de vous la partager sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez l'écouter en entier sans coupure toutes les 2 secondes. Je suis bien conscient que c'est pas l'idéal et c'est vraiment pas ce à quoi j'aspirais en organisant ces conférences qui étaient censées reposer sur le dialogue, sur la poésie vivante, sur l'échange. Et dans de telles circonstances, ce n'est guère possible. Donc on va voir. Mais malheureusement, je pense qu'il va falloir entendre raison si on a des interruptions comme ça constantes. J'en suis vraiment navré pour le coup. J'attends de voir un peu le dernier retour de Guillaume, en espérant que... Si retour il y a. Si retour il y a, parce qu'il se peut aussi qu'il ne puisse pas revenir. C'est vraiment assez embêtant. Merci je vais parler comme les guichets de la SNCF. Merci de patienter pour l'instant. T'as pas une petite musique? Non, j'ai pas la musique. Souvent, c'est les 4 saisons de Vive la vie. Non, il y a le petit pam, pam, palam. Ah oui. En attendant Guillaume, merci de patienter. Bon. Ah. Je vois un pouce, peut-être même pas volontaire, une maigre interaction dans ce désert numérique. Alors, je n'ai pas de message de la part de Guillaume, donc je ne peux pas non plus savoir ce qu'il se passe dans son ordinateur. Peut-être qu'il l'a jeté par-dessus la fenêtre de rage. Par-dessus la fenêtre. Enfin, à travers la fenêtre. Du coup, Guillaume, vous êtes encore là, vous n'êtes pas tous partis? Finalement, il y a plus de personnes que quand tu es parti. Je ne sais pas comment tu dois le prendre. Mais ce que je disais, c'est qu'on va continuer, on va essayer, malgré tout. J'ai changé de réseau, en fait. Je suis allé supplier ma voisine et je me suis connecté à son réseau. D'accord. Donc, on va refaire le test. Et s'il y a encore 1 ou 2 interruptions, tu filmeras ta conférence et on la publiera, mais on réessaye, on garde espoir. Bon, je suis vraiment désolé tout le monde déjà. C'est pas grave, vas-y. J'ai lu la musicienne morte, donc tu peux enchaîner sur... C'est formidable, merci beaucoup. Donc c'était simplement pour vous faire remarquer que très tôt, on voit déjà que dans sa poésie sont mis en place ce qui fait le cœur de toute sa production, ou quasiment. Donc d'abord, le lien extrêmement intime entre le chant et la musique. René Vivien est obsédée par la musique qu'elle lit très bien, qu'elle joue très bien au piano, et qu'elle fantasme, certainement à partir de l'image qu'elle a de la poésie de Sappho, avec la lyre qui est omniprésente. Il y a bien sûr la compagnie féminine, et il y a le lien justement avec le passé et la continuité qui s'incarne à travers la mort. Vous voyez bien là que les musiciennes mortes, ce sont en fait les âmes, celles qu'elle appelle le groupe sacré des âmes d'autrefois. Ce sont certainement les âmes de Sappho et de ses compagnes, qui vous expliquent que la présence de la mort chez Vivien est extrêmement banale et qu'il ne faut peut-être pas toujours trop accentuer l'aspect morbide de ses poésies, d'autant qu'on va le voir très vite, en réalité, la mort chez elle est souvent liée à la sexualité.
Alors, je voulais vous faire observer quelque chose sur la réécriture de ce même poème, mais puisque le temps défile, je vais passer légèrement. Je vous laisse aller lire ça pour vous montrer qu'en fait, René Vivien a beaucoup réécrit et que ça s'accompagne, je pense, souvent d'un progrès extrêmement intéressant. Euh, mais je rentre sans plus tarder dans l'étude de son premier recueil, enfin, j'aborde son premier recueil qui s'appelle Études et préludes, qui paraît en 1901. Et qui est le recueil donc, qui me paraît l'année de la mort de Violette, mais avec des poèmes qui ont majoritairement été écrits avant, qui ne sont donc pas tellement marqués par le désespoir de la mort de Violette, et qui en revanche sont marqués par la rencontre avec la première femme qu'elle a connue au sens charnel dans sa vie, qui est Nathalie Barnet. Cette américaine dont les yeux bleus et les cheveux blonds hantent absolument tout le recueil qui lui est dédié, donc puisqu'il est dédié à une certaine haine, avec des points de suspension, qui est le haine de Nathalie. C'est un recueil qui est caractérisé par ce qu'on appelle parfois avec un peu de mépris le classicisme du vers de Vivien. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a un vers extrêmement régulier, extrêmement canonique, l'alexandrin la plupart du temps, mais pas toujours, euh, mais qui, je pense, est plus lié à des considérations musicales, comme j'essaierai de vous le prouver. Euh, J'aimerais vous lire donc un premier poème qui s'appelle Chanson, qui lui est écrit en octosyllabes, puisque ce premier recueil, qui a un titre évidemment musical, est entrecoupé de petits poèmes assez courts en octosyllabes qui s'appellent tous Chansons. Et celui-là vous fait comprendre ce que je voulais dire par le lien qu'il y a chez elle très souvent entre la sexualité et la mort. De ta robe à longs plis flottants ruissellent toutes les chimères, et tu m'apportes le printemps dans tes mains blondes et légères. J'ai peur de ce frisson nacré de tes frêles seins. Je ne touche qu'en tremblant à ton corps sacré. J'ai peur du charme de ta bouche. Je me sens grandir jusqu'aux dieux, quand, sous mon orgueilleuse étreinte, le doux bleu meurtri de tes yeux s'évanouit, fraîcheur éteinte. Mais quand, si blanche entre mes bras, à mon cri d'amour qui se pâme, tu souris et ne réponds pas, tes yeux fermés me glacent l'âme. J'ai peur, c'est le remords spectral que l'extase ne saurait taire, de t'avoir peut-être fait mal d'une caresse involontaire. C'est un poème que je trouve très beau et même quasiment humoristique dans sa pointe, puisqu'il y a une association tout au long du poème entre le corps de la femme aimée, le corps qui est dans l'action de l'acte amoureux, et un cadavre avec ses yeux bleus très inquiétants, cette pâleur de la peau, et ce moment où le corps d'en face ne répond plus, mais puisqu'en fait il est dans la jouissance, et c'est le lien classique entre l'orgasme et la petite mort, et qui est ici extrêmement intéressant pour le lien donc, que je voulais vous faire observer. J'en arrive au premier enregistrement que je vais donc essayer de vous faire entendre, qui est celui d'un autre poème du même recueil, et cette fois-ci, le but étant de vous montrer que René Vivien, dans sa poésie, est loin d'être mièvre et de se contenter d'évocations, disons, voilées de la sexualité. Première lecture donc par Lolita, que je remercie. Lucidité. L'art délicat du vice occupe tes loisirs, et tu sais réveiller la chaleur des désirs, auxquels ton corps perfide et souple se dérobe. L'odeur du lit se mêle au parfum de ta robe, ton charme blond ressemble à la fadeur du miel. Tu n'aimes que le faux et l'artificiel, la musique des mots et des murmures mièvres. Ton baiser se détourne et glisse sur les lèvres. Tes yeux sont des hivers pâlement étoilés. Les deuils suivent tes pas en morne défilé. Ton geste est un reflet, ta parole est une ombre. Ton corps s'est amolli sous des baisers sans nombre, et ton âme est flétrie et ton corps est usé. Languissant et lascif, ton frôlement rusé ignore la beauté loyale de l'étreinte. Tu mens comme l'on aime et sous ta douceur feinte, on sent le rampement du reptile attentif. Au fond de l'ombre, telle une mer sans récif, les tombeaux sont encore moins impurs que ta couche. Ô femme, je le sais, mais j'ai soif de ta bouche. Donc voilà pour ce premier poème que nous lit Lolita. Je suis bien revenu sur vos écrans.
Hein, vous me voyez, très bien. Qui doit vous montrer effectivement, comme le dit Régine Desforges avec une certaine vigueur, que chez René Vivien, on ne se tient pas par le petit doigt, hein, simplement pour dire qu'effectivement, il y a un véritable désir, et que je pense que c'est ça justement qui paradoxalement est effacé lorsqu'on l'a réduit au mythe de Sappho, puisque Sappho, même pour nous, c'est un mythe. On a oublié ce qu'il y a peut-être d'érotique et de scandaleux dans les amours saphiques, et ça, c'est au premier plan de la poésie de Vivien, où elle n'a pas du tout l'intention de cacher son désir du corps de femme, de ses hanches, de ses seins. Euh, un dernier exemple donc d'érotisme brûlant dans ce premier recueil, puisque vraiment je trouve ça très intéressant, où la mort cette fois-ci s'éloigne, où c'est l'amour du beau corps qui est au premier plan et qui prend des accents presque néoplatoniciens avec le fait que l'amour du beau corps vous amène au beau en général et au vrai. C'est un poème qui s'appelle Nudité et qui est tiré du même recueil. L'ombre jetait vers toi des effluves d'angoisse. Le silence devint amoureux et troublant. J'entendis un soupir de pétales qu'on froisse, puis, lisse entre les lys, m'apparut ton corps blanc. J'eus soudain le mépris de ma lèvre grossière. Mon âme fit ce rêve attendri de poser sur ta grâce, où longtemps s'attardait la lumière, le souffle frissonnant d'un mystique baiser. Dédaignant l'univers que le désir enchaîne, tu gardas froidement ton sourire immortel, car la beauté demeure étrange et surhumaine, et veut l'éloignement splendide des autels. Éparse autour de toi pleurait la tubéreuse, tes seins se dressaient fiers de leur virginité. Dans mes regards brûlait l'extase douloureuse qui nous étreint au seuil de la divinité. Vous voyez là d'abord quelque chose qui va être aussi constant chez René Vivien, qui est une sorte d'autodénigrement, en particulier d'elle comme amante et comme poétesse, face souvent à la perfection que représente l'être aimé, mais qui est aussi un autre moyen d'atteindre la perfection, finalement, euh, dans l'amour charnel. Et on voit aussi la présence de la divinité de la mystique, quelque chose qui est extrêmement lié à l'acte charnel, c'est-à-dire qu'on parle de Vivien comme souvent une païenne, puisqu'on la rattache au paganisme grec, puisqu'on la fait remonter à Sappho, etc. Je pense qu'il y a moins un paganisme grec qu'une vénération du corps de la femme. Vous voyez aussi, je vous fais remarquer à la fin de la première strophe, la présence de ces fleurs, les lys, qui sont omniprésentes aussi dans la poésie de René Vivien, qui est une poésie très fleurie, puisque les lys, la plupart du temps, sont les fleurs qui sont associées à Nathalie Barnet. Il y a beaucoup de correspondances de symboles comme ça dans la poésie de René Vivien. Les violettes, évidemment, font penser à Violette Chilito, qui est décédée, et le lys, très souvent, est celui de la beauté froide de Nathalie Barnet. Euh, J'essaye de passer assez rapidement sur Cendre et Poussière, donc, qui est son deuxième recueil, qui à bien des égards est assez semblable au premier puisqu'il est écrit à peu près dans une même veine poétique, même si au moment où il paraît, René Vivien a fait la deuxième rencontre capitale de sa vie, qui est celle de la baronne Hélène de Zuylène, dont vous avez la photographie en première page sur l'exemplier, ce qui fait que ce recueil lui est dédié, mais en réalité la continuité poétique est plutôt avec les recueils d'avant, où effectivement on trouve encore les évocations de la beauté froide, les yeux bleus, les cheveux blonds de Nathalie Barnet. Cependant, pour la première fois, le recueil est placé sous l'invocation de Sappho. Et il s'ouvre sur un merveilleux poème qui s'appelle Invocation, qui est à nouveau lu par Lolita, et je recommence ma petite manipulation. Oui, Guillaume, là, on n'entend pas pour le coup. Vous n'entendez pas? Non. Ah, alors, je vais départager et repartager. Pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter, j'étais déjà connecté 2 fois. Ah oui, je sais ce que j'ai fait de mal. Attendez, je recommence. Réessayons. Invocation. Les yeux tournés sans fin vers les splendeurs éteintes, nous évoquons l'effroi, l'angoisse et le tourment de tes baisers, plus doux que le miel d'hyacinthe. Amante qui versa impérieusement, comme on verse le nard et le baume et la myrrhe devant l'Aphrodita, maîtresse de l'Éros, l'orage et l'éclair de ta lyre, ô Sappha de Lesbos.
Les siècles attentifs se penchent pour entendre les lambeaux de tes chants. Ton visage est pareil à des roses d'hiver recouvertes de cendres, et ton lit nuptial ignore le soleil. Ta chevelure ondoie au reflux des marées, comme l'algue marine et les sombres coraux, et tes lèvres désespérées boivent la paix des eaux. Que n'importe l'éloge éloquent des poètes, à toi dont le front large est l'aste éternité. Que t'importe l'écho des strophes inquiètes, les éblouissements et les sonorités. La musique des flots a rempli ton oreille, ce remous de la mer qui murmure à ses morts, des mots dont le rythme en sommeil, tels de graves accords. Ô parfum de Paphos, ô poète, ô prêtresse, apprends-nous le secret des divines douleurs, apprends-nous les soupirs, l'implacable caresse, où pleure le plaisir flétri parmi les fleurs. Ô langueur de Lesbos, charme de Mytilène, apprends-nous le vers d'or que ton râle étouffa. De ton harmonieuse haleine, inspire-nous Psappha. Voilà, donc je vous fais remarquer d'emblée que on trouve ici une hétérométrie intéressante dans les vers qui sont utilisés, et qui va caractériser en fait un certain nombre des poèmes de René Vivien à partir de cette étape-là. Je vous fais remarquer aussi que René Vivien n'appelle pas Sappho Sappho, mais Psapha. Psapha, c'est en fait l'exact équivalent de Sappho, mais dans le dialecte dans lequel elle écrivait, qui est un grec éolien et non pas un grec attique. Et ça n'est pas totalement anodin parce que ça vous permet de comprendre que René Vivien sait créer une Psapha, une figure qui était celle qu'elle voulait bien voir, de la poétesse antique, d'une poétesse qui en fait devient une sorte d'Orphée au féminin, de la première des poétesses, qui peut-être n'est pas vraiment la Sappho historique sur laquelle on sait d'ailleurs peu de choses, mais par exemple, René Vivien s'est beaucoup attaché à défendre vivement Sappho contre les accusations qu'on formulait contre elle, en particulier à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on disait que Sappho était peut-être une prostituée, que peut-être elle avait aimé un homme, peut-être elle avait même eu un fils, ce qui est évidemment inacceptable pour René Vivien, et il faut bien comprendre que dans cette posture de la Sappho 1900, il y a en fait une recréation de soi-même dans ce qu'elle projette sur celle qu'il faut appeler Psapha pour bien comprendre que ce n'est pas véritablement Sappho. Je vous laisserai lire, je passe quelques poèmes parce que sinon on y est encore dans très très longtemps, mais je vous fais remarquer que simplement c'était le premier recueil aussi où elle évoque la mort de Violette dans des poèmes qui sont assez violents, mais très beaux en même temps. Ce poème Devant la mort que je vous laisserai lire par vous-même. Le but étant simplement de vous dire que il y a là une première rupture, c'est-à-dire si chez Baudelaire il y a des cycles en fonction des femmes aimées, on peut en voir aussi chez René Vivien, et il y a donc l'amour de la baronne qui vient mettre un terme aux amours extrêmement tumultueuses avec Nathalie Barnet. Nathalie Barnet était vraiment une femme de salon, une mondaine, qui couchait avec la très célèbre semi-mondaine ou cocotte Liane de Pougy, euh, et qui était beaucoup trop instable, disons-le, pour René Vivien, qui va trouver dans les bras de la baronne, qui était une Rothschild, un confort matériel, mais surtout affectif, à tel point qu'elle se dit mariée à elle fémininement. Euh, euh, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que sa poésie, sans doute, atteint sa maturité, tout simplement parce elle a disons, le temps et la disponibilité mentale pour s'y adonner. Donc, comme je vous le disais, le recueil Cendrée Poussière lui est dédié. Mais ce n'est pas vraiment là qu'elle va évoquer l'amour de la baronne, c'est plutôt dans À l'heure des mains jointes, auquel nous passerons tout à l'heure. Je vous signale donc rapidement cependant d'autres œuvres capitales. D'abord, celle qui peut-être vous en fait venir ici, c'est-à-dire ces traductions de Sappho, qui sont en 2 volumes. Il y a premier volume qui part en 1903, qui est fait des traductions et adaptations des poèmes de Sappho, et un deuxième volume qui est fait en 1904, qu'elle a appelé les Kitharèdes, c'est-à-dire les joueuses de sitar, et qui sont les poèmes, les fragments qu'elle a composés à partir des poésies des suivantes de Sapsafa. C'est extrêmement intéressant de se pencher sur cette traduction-là, puisque à chaque fois, elle fait l'effort de proposer une traduction littérale du poème ou du fragment, traduction littérale du grec qui certainement doit beaucoup à Jean-Charles Lebrun, puisqu'il pense que peut-être René Vivien savait moins bien le grec que ce qui peut paraître. Mais en revanche, elle proposait après
une réécriture, ce qu'elle appelle une adaptation du poème, où on voit clairement que Sappho ou Sappha s'efface derrière René Vivien dans ses réécritures qui sont très belles. Et il est très intéressant aussi de noter elle s'est efforcée à certains moments de reprendre la forme que prenait la poésie de Sappho, en particulier avec l'adaptation en français de la strophe saphique. C'est une strophe en 4 vers, 3 vers de 11 syllabes, qu'on appelle les grands saphiques, et un petit vers de 5 syllabes qu'on appelle l'adonique. Et elle a essayé de transposer ça dans la langue française. Je vais vous faire écouter ça à partir de la traduction d'un des fragments les plus célèbres de Sappho, qui s'appelle Ode à une femme aimée, qui est à nouveau, et je la remercie, lu par Lolita, avec la traduction littérale et l'adaptation. Ode à une femme aimée. Il me paraît l'égal des dieux, l'homme qui est assis dans ta présence et qui entend de près ton doux langage et ton rire désirable, qui font battre mon cœur au fond de ma poitrine. Car lorsque je t'aperçois, ne fût-ce qu'un instant, je n'ai plus de paroles, ma langue est brisée, et soudain un feu subtil court sous ma peau. Mes yeux ne voient plus, mes oreilles bourdonnent, la sueur m'inonde et un tremblement m'agite toute. Je suis plus pâle que l'herbe, et dans ma folie je semble presque une morte. Mais il faut oser tout. L'homme fortuné qu'enivre ta présence me semble l'égal des dieux, car il entend ruisseler ton rire et rêver ton silence. Et moi, sanglotant, je frissonne toute et ma langue est brisée. Subtile, une flamme a traversé ma chair et ma sueur coule ainsi que la rosée âpre de la mer. Un bourdonnement rempli de bruit d'orage mes oreilles, car je sombre sous l'effort, plus pâle que l'herbe, et je vois ton visage à travers la mort. Bon, vous pourrez constater en relisant par vous-même les écarts qu'il y a entre la traduction littérale du texte et l'adaptation qu'elle en donne. Et on voit clairement que Sappho est une sorte de persona littéraire, c'est-à-dire le masque qu'elle utilise pour se réécrire elle-même, et que la traduction, dans ce processus de traduction, il y a un réinvestissement des mots de Sappho et qui fait que c'est bien l'œuvre de René Vivien. C'est très important cette étape-là, puisque c'est un moment où elle va attirer l'attention critique sur elle. C'est aussi pour ça qu'on l'a beaucoup retenue, c'est ce qui lui a donné ce surnom de Sappho 1900, alors que jusque-là, ses poèmes, sans être totalement ignorés, avaient attiré assez peu de gens, ou alors des gens aux connaissances extrêmement pointues, comme Pierre Louis, qui est devenu assez vite son ami. Et à partir de ce moment-là, elle devient très célèbre, mais je pense que c'est ce qui va la desservir, puisque c'est le moment où le mythe commence à l'emporter sur la poétesse. Et le résultat est qu'à partir des poèmes, des recueils suivants, où elle ne prend plus, elle arrête son projet de Sappho, elle parle pour elle-même sans prendre le masque de Sappho, sa poésie fait scandale, puisqu'il n'y a plus la caution de l'éloignement temporel qu'il y avait avec Sappho, et qu'on retrouve des poèmes peut-être plus érotiques que ce qu'il y avait dans les traductions saphiques. Et ça va être extrêmement rude. Les critiques qui vont tomber sur elle sont vraiment extrêmement violentes et elle le ressent vraiment jusque dans sa chair. J'évoque donc rapidement un poème qui me semble intéressant pour la question de l'androgyne, un poème qui s'appelle La double ambiguïté, qui se trouve dans un recueil de 1903 qui s'appelle Échos et reflets, et qui doit vous faire sentir qu'avant Virginia Woolf, René Vivien avait théoriser l'idée que le génie, le véritable génie, est dans le mélange des principes masculins et féminins. J'écoute avidement tes paroles dans l'ombre, je goûte les langueurs et les parfums du lit et la complicité des ténèbres où sombre la pléiade d'or que Célana pâlit. Tu souris, déployant ta chevelure blonde, et le sommeil répand des pétales d'azur. La musique s'éteint, la nuit glisse sur l'onde, harmonieusement, ainsi qu'un signe obscur. Ma bouche a possédé ta bouche féminine, et mon être a frémi sous tes baisers d'amant. Car je suis l'être double, et mon âme androgyne adore en toi la Vierge et le prince charmant. Donc voilà pour la figure de l'androgyne. Je vous signale aussi qu'elle a essayé d'introduire jusque dans les conventions poétiques ces visions féminines des choses en écrivant un sonnet qui s'appelle Sonnet féminin,
dans Cendres et poussière, qui n'a que des rimes féminines, qui sonnent comme une sorte de revendication jusque dans la forme de la poésie d'une écriture féminine. Je vous passe aussi assez rapidement sur La Vénus des aveugles, qui est pourtant un très grand recueil en 1904, mais un recueil extrêmement étrange, extrêmement violent aussi, très noir, où elle commence à vivre de plus en plus mal son rejet, qui est celui, je pense, qui lui amène le plus de scandale, puisque c'est un recueil où elle évoque des figures presque sataniques. Il y a un très beau poème, 13, que vous trouverez dans l'exemplier, où elle fait référence à toutes les formes de Satan, Ashtaroth, Belzébuth, Bélial et Moloch, où elle commence à associer explicitement l'amour lesbien à un amour damné, dans la droite lignée de Baudelaire et des femmes damnées, et où elle va jusqu'à écrire le supplice de femmes qui se sont aimées et qui sont emmurées, sous un poème vraiment terrifiant qui s'appelle Les Emmurées, que je vous invite à aller lire aussi. Donc c'est un recueil qui est très mal accueilli, qui la plonge dans une assez grande dépression. Le recueil suivant qui est de grande importance, c'est celui qu'on va étudier, donc je passe dessus simplement pour vous dire qu'elle s'éteint extrêmement jeune, donc en 1909, après avoir beaucoup réécrit, après s'être rabibochée un peu avec Nathalie Barnel, un voyage avec elle jusqu'à Mytilène. Il ne reste pas moins qu'elle est morte certainement anorexique, peut-être alcoolique, certainement pas de consommation, comme le disait l'article du Figaro, mais quand même. Et je termine ce très étrange parcours dans sa vie, entrecoupé de coupures techniques, par l'épitaphe qu'elle avait elle-même écrit et composé, et qui est effectivement gravée sur sa tombe. Voici la porte d'où je sors, ô mes roses et mes épines. Qu'importe l'autrefois, je dors en songeant aux choses divines. Voici donc mon âme ravie, car elle s'apaise et s'endort, ayant, pour l'amour de la mort, pardonné ce crime, la vie. Voilà, alors, peut-être une première petite pause, je ne sais pas si tout le monde est encore là et me suit. Je vais passer donc à l'étude du recueil À l'heure des mains jointes, qui est un très beau recueil, qui est peut-être le plus significatif de sa maturité poétique, le plus représentatif dans l'intégralité de son œuvre, même si je pense peut-être que je préfère La Vénus des aveugles, que je vous engage vraiment à aller lire, mais qui est plus étrange, plus bizarre, dans un sens vraiment très baudelairien pour le coup. Je vais essayer d'être rapide pour ne pas trop dépasser et pas prendre toute votre soirée, mais quand même. À l'heure des mains jointes, donc, est un recueil de 1906, dont le très beau titre, très intrigant, est repris à un vers d'un homme qu'on connaît d'abord pour être peintre, qui est Dante Gabriel Rossetti, qui est un peintre pré-raphaélite anglais, qui a beaucoup influencé René Vivien, mais qui a aussi écrit de la poésie, et qui, dans ses poésies, en a écrit une en particulier qui s'appelle La vraie femme. Et dans La vraie femme, il raconte l'histoire de cette femme qui prend plaisir à l'étreinte charnelle avec son mari. Mais la fin du poème se termine sur cette espèce de pointe extrêmement étrange et qu'on comprend mal, où il dit qu'on ne peut pas prétendre que cette femme ne préfère pas à l'étreinte sexuelle la très douce heure de la main dans la main avec ses sœurs. C'est un vers qui est très difficile à comprendre, ne serait-ce qu'en anglais, et que Vivien rend encore plus trouble en l'enlevant de tout contexte, et en rajoutant au trouble entre main jointe comme amitié, main jointe comme sexualité entre femmes, elle y rajoute un autre trouble qui est celui du mystique, puisque les mains jointes, ça peut aussi être une personne qui a elle-même les mains jointes, qui est celle de la supplication, celle de la prière, et c'est donc aussi un recueil où se fait jour à ce mysticisme qui l'a véritablement habité. Le recueil s'ouvre sur un poème extrêmement important, puisque c'est le premier en réalité où elle évoque véritablement l'influence de la baronne Hélène de Zuilen sur sa vie, et où elle explique comment elle a été une sorte de port dans lequel elle a pu jeter son encre et se mettre à écrire d'une nouvelle façon. Je ne suis pas sûr que je puisse tout vous lire, mais simplement peut-être les deux premières. J'ai puérilisé mon cœur dans l'innocence de notre amour, éveil de calice enchanté. Dans les jardins où se parfume le silence, où le rire fêlé retrouve l'innocence, ma douce, je t'adore avec simplicité. Tes doigts se sont noués autour de mon cœur rude, et un balbutiement pareil au cri naïf de l'inexpérience et de la gratitude. Je te dirai comment, lasse de la mer rude, je bénis l'encre au port où s'amarre l'esquif. Et à la fin revient le motif
de l'heure sororale et douce des mains jointes, qui est cette heure en fait de sérénité complète, où on comprend qu'elle oppose à l'amour tumultueux avec Nathalie Barnet, l'amour sororal avec la baronne, qui n'en est pas moins, un amour érotique, un amour charnel. La dernière strophe de ce poème évoque d'ailleurs clairement l'effacement de Nathalie Barnet, et elle dit qu'elle donne les lys de son passé à la baronne, et je vous ai dit que les lys c'était Nathalie Barnet, et a donc vraiment l'envie de conjurer la présence de Nathalie Barnet dans sa vie, ce qui malheureusement n'arrivera pas, et d'ailleurs c'est un recueil qui est tout entier en tension entre la sérénité qu'elle prétend avoir retrouvée et le fait qu'elle est encore habitée par ses démons, et qu'elle voit la mort s'approcher en réalité petit à petit, qui entre donc Hélène de Zuilen et Nathalie Barnet, et en même temps où la référence à Sappho s'efface petit à petit. Il y a un poème qu'elle intitule Psapha revit. On voit bien évidemment que dans cette renaissance de Psapha, il y a une renaissance d'elle-même. Mais cette fois-ci, dans cette Psapha, il y a l'union évidemment avec la baronne, non plus avec Nathalie Barnet. On peut trouver aussi dans ce recueil une référence à son prétendu paganisme dans un poème qui marche par litanie, que j'aimerais vous lire, puisqu'il y a un certain nombre de poèmes chez René Vivien qui marchent aussi par litanie, qui s'appelle Ainsi je parlerai, et qui évoque ce reniement de la foi anglicane qu'elle avait, étant donné qu'elle était née en Angleterre. Si le Seigneur penchait son front sur mon trépas, je lui dirais « Ô Christ, je ne te connais pas. Seigneur, ta stricte loi ne fut jamais la mienne, et je vécus ainsi qu'une simple païenne. Vois l'ingénuité de mon cœur pauvre et nu. Je ne te connais point, je ne t'ai point connu. J'ai passé comme l'eau, j'ai fui comme le sable. Si j'ai péché, jamais je ne fus responsable. Le monde était autour de moi tel un jardin. Je buvais l'aube claire et le soir cristallin. Le soleil me saignait de ses plus vives flammes, et l'amour m'inclina vers la beauté des femmes. Mais je ne tentais point de révolte farouche, le baiser fut le seul blasphème de ma bouche. J'aime beaucoup ce dernier vers. On comprend donc effectivement quelle est l'ambiguïté qui était présente dans le titre, entre la prière et l'amour, entre le désir de rédemption qui petit à petit s'éloigne, et le refus de renoncer aux amours avec les femmes, qui est le seul qui lui apporte la stabilité. Donc je disais aussi que c'est un poème, un recueil qui est habité par une certaine violence. Je vous laisserai lire par vous-même le poème Qu'une vague l'emporte, qui est un poème très violent où elle désire que son cœur soit emporté par les flots tumultueux, pour arrêter de souffrir par ses amours. Puisque Nathalie Barnet revient peu à peu dans sa vie, qu'elle se trouve déchirée entre l'amour stable, mais en même temps maternel, avec tout ce que ça connote chez elle, de la baronne, et cet amour qui devient de plus en plus pressant du côté de Nathalie Clifford Barnet. Je vous lis quand même quelques extraits de poèmes où elle évoque le déchaînement de la haine, et où elle montre la violence qu'elle a ressentie dans l'accueil qui ont été faits de ses poèmes. Un poème s'appelle Sur la place publique et explique qu'elle est au milieu d'un monde tout à fait prosaïque, de marchandes de poissons. Elle se met à réciter ses vers, où au mieux on l'ignore et au pire on la moque, mais elle décide à la fin de continuer à chanter. Je vous lis la fin de ce poème. Je me mis à chanter sans témoin, pour la joie de chanter, comme on fait lorsque l'amour vous fuit, lorsque l'espoir vous raille et que l'oubli vous broie. La harpe se brisa sous mes mains dans la nuit. Petit à petit, et dès ce recueil, la poésie de Vivien tend à se réduire au silence. Ce sont des poèmes qui sont habités par des figures de harpe ou de lyre brisée, et par le spectre de la mort qui n'est pas tant, cette fois-ci, celui de la mort érotique, dont on a déjà parlé, mais vraiment celui de la mort qui est silence, qui est aussi oubli. Elle est très hantée par sa postérité et par le fait qu'on l'oubliera. Elle a eu cette certitude extrêmement tôt. J'espère que nous la faisons mentir ce soir. La stabilité que lui offre la baronne n'est pas un havre de paix absolu. Et dans le poème À une amie, elle évoque explicitement l'interdit lesbien et la violence du refoulement qui est imposé par ses amours lesbiennes. C'est un poème qui est extrêmement moderne, dont je ne vous cite que certaines parties. Je commence à peu près au milieu, et où elle évoque son rapport au principe masculin qui n'est pas équivalent aux hommes,
mais le principe masculin qui est celui de la violence du rut. Le rut est un mot qui revient beaucoup, avec évidemment certains dégoûts, dans la poésie de René Vivien. Je suis femme, je n'ai point droit à la beauté. On m'avait condamné aux laideurs masculines, et j'eus l'inexcusable audace de vouloir le sorora l'amour, fait de blancheur légère. Le pas furtif qui ne meurtrit point les fougères, et la voix douce qui vient s'allier au soir. On m'avait interdit tes cheveux, tes prunelles, parce que tes cheveux sont longs et pleins d'odeur, et parce que tes yeux ont d'étranges ardeurs, et se troublent ainsi que les ondes rebelles. On m'a montré du doigt en un geste irrité, parce que mon regard cherchait ton regard tendre. En nous voyant passer, nul n'a voulu comprendre que je t'avais choisi avec simplicité. Considère la loi vile que je transgresse, et juge mon amour qui ne sait point le mal, aussi candide, aussi nécessaire et fatal que le désir qui joint l'amant à la maîtresse. On n'a point lu combien mon regard était clair sur le chemin où me conduit ma destinée, et l'on a dit, quelle est cette femme damnée que ronge sourdement la flamme de l'enfer? Laissons-les aux soucis de leur morale impure, et songeons que l'aurore a des blondeurs de miel, que le jour sans aigreur et que la nuit sans fiel viennent, tels des amis dont la bonté rassure. Nous irons voir le clair d'étoiles sur les monts. Que nous importe à nous le jugement des hommes? Et qu'avons-nous à redouter, puisque nous sommes purs devant la vie et que nous nous aimons? On voit petit à petit le basculement dans la résignation, qui est une résignation à la damnation. C'est extrêmement violent, mais c'est à partir de ce moment-là, véritablement, je pense, le basculement dans la morbidité de son œuvre qui n'était pas vraiment là avant, qui est le désespoir et l'acceptation du fait que pour une heure de bonheur charnel avec la femme qu'elle aime, elle se ferme les portes d'une éternité prétendue de paradis, de tranquillité. Euh, et comme c'est un recueil qui cultive ses contradictions jusqu'au bout, on y trouve le poème En débarquant de Mytilène, dont quelques strophes vous avez été mis sur Facebook pour vous appâter, qui raconte en fait le voyage que fait à cette époque René Vivien avec Nathalie Barnet jusqu'à Lesbos. Un voyage qui est un véritable pèlerinage, qui est l'occasion de découvrir pour de vrai ce lieu tant fantasmé, et qui est un poème habité d'une grande joie, qui est encore une renaissance de René Vivien, euh, avec donc la même Nathalie Barnet, qui dans le premier poème était censée être oubliée et rejetée hors de sa vie. Vous voyez bien qu'évidemment, elle n'y arrive pas. Sa poésie n'arrive qu'à faire le constat, en fait, peu à peu de sa propre impuissance face à la mort qui la guette, et elle se met à douter de sa vocation, de ses talents de poétesse, comme le montre le poème Mensonge du soir. Or, par un soir pareil, je crus être poète. J'avais rêvé, dans le silence trop exquis, de soleil possédé, de laurier conquis, et ma vie est semblable au lendemain de fête. Le présent despotique est comme un maître rude qui tourmente l'esclave au sommeil harassé. Mes chers, descendons la pente du passé en sentant que le soir est plein de lassitude. Je songe à la fatigue, à l'ennui des retours qui suivent les départs vers les terres charmantes. Allons ainsi jusqu'au futur, ô mes amantes. Sachez que nous avons vécu nos plus beaux jours. On voit bien là que le retour des terres charmantes dont elle parle est certainement le retour de Lesbos, et que ce retour de Lesbos s'accompagne de la réalisation du fait qu'elle aimerait être de nouveau avec Nathalie Barnet, mais qu'elle ne trouvera jamais avec elle la stabilité qu'elle a avec la baronne, mais que son amour avec la baronne devient de moins en moins satisfaisant et de plus en plus à un contexte qui l'étouffe. À la fin de sa vie, René Vivien devient véritablement mythomane, puisqu'elle cache à la baronne la vie qu'elle commence à reprendre avec Nathalie Barnet, et on sent que la baronne devient comme une sorte de joug sur elle et sur sa poésie. Euh, je vous laisse avec l'enregistrement d'un très beau poème qui s'appelle Par les soirs futurs, qui est un poème dans lequel elle évoque l'absence de postérité qui la ronge et qui lui fait peur, parce que je vous en ai beaucoup parlé jusque-là, mais jamais en poésie, et il est temps d'entendre à nouveau la voix de Lolita. Par les soirs futurs. Non, par les soirs futurs de roses et de flammes, mystérieuses ainsi que les temples hindous, nul ne saura mon nom et nul d'entre vous ne redira mes vers, ô belle jeune femme. Nul de vous n'aura le caprice charmant de regretter l'amour d'une impossible amie et d'appeler tout bas, désireuse et blêmie,
l'impérieux baiser de mes lèvres d'amant. Vous chercherez l'amour, fraîches et parfumées, tournant vers l'avenir vos pas irrésolus. Et nul d'entre vous ne se souviendra plus de moi qui vous aurais si gravement aimé. Vous voyez donc qu'il y a une angoisse de plus en plus importante de l'éternité qui l'attend, qui la cette éternité de la mort, et qui justifie que sur son lit de mort, comme l'avait fait Violette, René Vivien va renoncer à son idéal païen et se convertir au catholicisme. Certainement dans l'idée qu'elle ne peut pas supporter cet effacement, cet oubli total d'elle, de sa poésie, et en particulier dans la douleur qu'il y a de se sentir oubliée peu à peu par les femmes qu'elle a aimées. Il y a un autre poème extrêmement intéressant et très violent qui s'appelle Le Pilori, qui est un de ses plus célèbres, où elle comment elle se retenait pour sa poésie et pour ses mœurs. Pendant longtemps, je fus cloué au pilori, et des femmes, voyant que je souffrais, ont ri. Puis, des hommes ont pris dans leurs mains une boue qui vint éclabousser mes tempes et ma joue. Les pleurs montaient en moi, houleux comme des flots, et mon orgueil me fit refouler mes sanglots. Je les voyais ainsi comme à travers un songe affreux et dont l'horreur s'irrite et se prolonge. La place était publique et tous étaient venus, et les femmes jetaient des rires ingénus. Ils se lançaient des fruits avec des chansons folles, et le vent m'apportait le bruit de leurs paroles. J'ai senti la colère et l'horreur m'envahir. Silencieusement, j'appris à les haïr. Les insultes cinglaient comme des fouets d'ortie. Lorsqu'ils m'ont détaché, enfin, je suis parti. Je suis parti au gré des vents, et depuis lors, mon visage est pareil à la face des morts. Le recueil s'achève ainsi sur une sorte de renoncement final, où vous voyez, comme avec le poème que nous avons entendu par Lolita, que dans le fond, ce qui lui fait le plus mal, ce n'est pas tellement la haine des hommes que la haine des femmes, et le fait d'être née par celles pour lesquelles elle écrit, celles qu'elle aime, celles qu'elle a chantées. Vous retrouvez immédiatement, dès le deuxième vers du pilori, que les femmes ont ri, et ça revient juste après, les femmes jetaient des rires ingénus. C'est-à-dire ces moqueries de celles qu'elle aime et qu'elle désire sont vraiment celles qui la touchent le plus. Il y a un des poèmes d'ailleurs de la fin du recueil qui s'appelle même Vaincue, qui montre que pour elle, à ce moment-là de sa vie, en 1906, qui est quand même 3 ans avant sa mort, il reste encore un certain temps, elle estime déjà avoir perdu son combat poétique et son combat dans sa propre vie. C'est un jardin de plaisir et de mort, c'est un des vers que l'on trouve qui était très beau, euh, avec toute la symbolique du jardin. Le jardin, c'est ce monde qui s'oppose à la place publique, qui est justement où tout le monde peut venir l'insulter. Et le jardin est toujours associé, le poème, à, aussi au fantasme du harem, que je n'ai pas eu le temps de vous en parler malheureusement, mais elle a entretenu une extrêmement fournie avec une admiratrice turque qui s'appelait Keri, et qu'elle fascinait comme étant une turque enfermée dans son harem, ce n'était pas le cas, mais pour elle, l'Orient, c'est le harem, et le harem, en tant que lieu où les femmes sont esclaves, est aussi le lieu où, en l'absence des hommes, elles peuvent se venger de leur domination en s'offrant entre elles les caresses qu'elles ne trouvent pas avec l'homme qui les domine. Vivien, effectivement, voulait surtout pouvoir vivre tranquillement comme dans cet espace clos du jardin, dans son monde intérieur. Et intérieur, c'est justement le titre d'un poème dont je cite quelques vers ici pour vous donner une idée, où l'idée est que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Dans mon âme a fleuri le miracle des roses, pour le mettre à l'abri de non porte, je défends mon bonheur comme on fait des trésors contre les regards durs et les bruits du dehors. C'est petit à petit comme ça qu'elle va se replier, ce qui donne lieu au mythe du mystérieux hôtel du Bois de Boulogne dont je vous ai parlé au début, où elle vit entourée des statuettes qu'elle ramène de ses voyages, qui est quelque chose qui au début n'est pas présent dans sa vie, mais plus ça va, et plus elle a envie de se replier sur elle-même, et c'est cette espèce de renoncement qui conclut à l'heure des mains jointes. Conclut pas tout à fait, c'est ce que je voudrais aborder pour terminer la présentation de ce petit chemin dans le recueil, puisqu'en réalité, le dernier poème, et c'est extrêmement surprenant à l'heure des mains jointes, est un poème d'une veine épique, qui s'appelle Toi, notre père Odin, où René Vivien évoque à nouveau les thèmes nordiques, plus précisément norvégiens dans son esprit,
qui hante par ailleurs de nombreux poèmes, et en particulier un recueil de poèmes en prose qui s'appelle Brume de Fjord, qu'elle a écrit au début de sa carrière littéraire. Et elle renoue donc avec cet idéal des Vikings et des dieux nordiques extrêmement puissants à la fin d'un recueil qui nous avait pourtant conduit de la sérénité avec la baronne jusqu'à un renoncement final. C'est extrêmement étrange. Ça nous prouve que la combativité est encore là, c'est ce qu'on a l'impression, c'est ce qu'on se dit lorsqu'on lit ce poème. En réalité, je ne peux pas tout vous lire, je vais vous les reproduire en entier. Je pense bien plutôt qu'on peut comprendre ce poème final qu'en le liant, encore une fois, à l'obsession musicale de René Vivien, puisque comme Violette, elle avait une immense passion pour Wagner, elle était allée faire le pèlerinage à Bayreuth à plus de multiples reprises, et je pense qu'ici, les dieux qu'elle évoque sont moins les véritables dieux norvégiens que les dieux du Ring. Ring qui s'achève, vous le savez, sur le crépuscule des dieux, qui est un crépuscule volontaire où on fait tomber l'arbre qui, dans la mythologie nordique, est censé soutenir tous les mondes. Cet arbre est mis en feu pour permettre la renaissance, et même plus précisément, sans rentrer dans les détails, mais tout de même, chez Wagner, le leitmotiv qui survit en tout dernier, ce n'est pas celui de la rédemption par l'amour. C'est-à-dire que le crépuscule des dieux doit permettre une renaissance, une ultime renaissance, et cette renaissance est celle de l'amour qui peut tout racheter. Je pense donc au contraire, ce poème extrêmement étrange et très épique est en fait un appel très optimiste à la fin du recueil, à l'idée que peut-être elle peut à nouveau retrouver un amour qui la portera. Est-ce qu'elle veut dire par là qu'il faut revenir vers les amours tumultueuses de Nathalie Barney, ou au contraire qu'il faut une bonne fois pour toutes les faire brûler? Je ne sais pas véritablement. Mais c'est tout de même extrêmement intéressant. Juste pour bien vous montrer que je ne délire pas totalement, je vous lis une strophe de ce poème, où il y a la référence très claire à l'arbre de vie norvégien qui est abattu. Venez, mes dieux puissants, car notre hiver est proche. Nous allons rire avec les feux dragons, nous abattrons le chêne épargné par les ans, et les monts trembleront jusqu'en leur cœur de roche. Voilà, je vous laisse lire le reste qui est très beau et surtout qui est porté par un souffle épique vraiment extrêmement surprenant lorsqu'on a lu les poèmes précédents. Cette option de soi et du monde est donc très ambivalente, puisque d'un côté, elle peut mettre sur la pente du quasi-suicide extrêmement lent qu'elle va s'infliger jusqu'à sa mort en 1909, mais aussi donc sur l'espoir de renaître peut-être dans une autre vie, peut-être est-ce lié avec sa conversion, je ne sais pas véritablement. Je m'arrête là pour l'étude de ce recueil, en espérant vous avoir donné envie de le lire dans son ensemble. Simplement, vous remarquez donc qu'il est assez exemplaire, je pense, de la poétique de René Vivien dans sa maturité poétique, dans le fait que ses vers deviennent de moins en moins, justement, rigoureusement classiques, avec une certaine recherche de l'hétérométrie, et que tout est conjugué, l'amour, la mort, le désir pour les femmes, le rejet de la masculinité qui n'est pas un rejet des hommes, il ne faut pas exagérer, mais un rejet du mariage, une obsession du suicide, la figure du jardin et des fleurs, la poésie, le silence aussi, qui commence à primer de plus en plus. Je vais donc, pour terminer, essayer de m'attarder sur un poème que j'ai choisi de prendre justement dans À l'heure des mains jointes, puisque comme ça, vous avez une idée à peu près globale de ce qu'est ce recueil, qui vous permettra peut-être de plus apprécier le poème dont je vais vous dire quelques mots. Ce n'est pas un véritable commentaire, de toute façon, je n'aurai pas le temps. Mais il s'agit simplement de vous faire remarquer quelques petites choses sur ce poème, qui s'appelle donc Les pénitentes espagnoles. Est à nouveau une facture assez classique, hein, on retrouve les alexandrins, les 5 strophes, les rimes croisées, etc. Mais le contenu, lui, est beaucoup plus énigmatique. On va le lire juste après, mais simplement pour vous mettre dans l'ambiance. C'est un poème qui est inspiré à René Vivien par un voyage en Espagne, à Séville plus précisément, certainement, dans lequel elle a pu observer les cérémonies de la Semaine Sainte, hein, celle qui commémore la Passion du Christ. Et pendant la Semaine Sainte, il y a ces figures assez effrayantes de ceux qu'on appelle les pénitents espagnols, qui sont des prêtres qui passent un habit qui ressemble en fait à celui des membres du Ku Klux Klan, pour vous donner une idée. C'est-à-dire qu'ils ont l'immense coiffe pointue, on ne voit pas leurs yeux, et ils sont tout noirs, et ils sont là pour porter normalement pour demander pardon au nom du genre humain pour la mort du Christ. Et ces figures extrêmement effrayantes sont celles, sans doute, qui inspirent le titre minimum du poème, même si vous remarquez d'emblée que le poème, cette fois-ci, adopte le féminin. Ce sont les pénitentes espagnoles, ce sont des femmes.
On croit comprendre, peut-être, à ce moment-là, qu'il s'agirait de bonnes sœurs qui portent elles aussi la rude pénitence que s'imposent les Espagnols. Je n'en dis pas plus, et je vous lis le poème. Je vous invite, étant donné qu'on va rentrer un peu plus dans le détail, je vous invite à l'avoir sous les yeux. Le repentir songeur n'use plus leurs genoux. Parmi les champs malsains et les villes malades, elles dansent, ainsi que de noires ménades. Parfois, le vent du soir éteint leurs cierges roux. Elles ont coupé leurs chevelures altières. Le cilice a mordu leurs seins endoloris. Leurs psaumes, soupirés ou jetés à grands cris, s'accompagnent du son rauque des grelotières. Pourtant, il dort au fond de leurs yeux espagnols des souvenirs qui sont comme un jardin mauresque, où le jet d'eau retrace une blanche arabesque, où s'exaltent les voix de mille rossignols. Et c'est en vain que ces lascives pénitentes lancent jusqu'au jour où les vers rongeront leurs yeux morts, leur chair n'oubliera pas ces langueurs consentantes. Leurs flancs meurtris sont prêts encore au pamoison, et leur bouche d'amante ouvre sa rose tiède, car le vent de Grenade et le vent de Tolède mêlent leur sourd parfum au bruit des oraisons. Elles ne verront point de leurs yeux de fiévreuse le ciel où l'on n'a plus de souvenirs d'amour. Doux, froid dans sa blancheur, l'éternité du jour chasse les voluptés aux ferveurs ténébreuses. Elles n'entreront point au ciel limpide et clair, mais dans la nuit ardente où pleurent les damnés, l'amour, ressuscitant du tombeau des années, saura leur alléger les tourments de l'enfer. À y regarder de plus près, on se rend compte que le poème mêle différentes couches temporelles en réalité, qui ne présentent pas simplement un tableau de pénitences espagnoles assez effrayante, qui est peut-être simplement le début du poème, mais qu'il y a un brouillage qui à la fin s'achève dans un futur qui est en fait une destinée ou une malédiction, et que ce brouillage permet une confusion et un non-dit, un secret qui est simplement suggéré et qui est d'autant plus frappant. Tout se joue dans le poème, dans le non-dit et dans la suggestion qui est aussi le moteur de l'érotisme presque paradoxal de ce poème. On a donc deux premières strophes qui semblent dresser un tableau qui est décrit au présent, là, de ces femmes qui dansent, qui ont des allures de sorcières plus que de bonnes sœurs, qui sont déjà assez mystérieuses, dont on ne sait pas grand-chose, qui ne sont même pas nommées, si on ne réfère pas au titre. Les trois strophes centrales ensuite sont introduites par une rupture, hein, avec l'adversatif pourtant, qui oppose à la noirceur du rite un espace fantasmé dont on ne sait pas grand-chose, qui est juste suggéré, celui du jardin mauresque, du jet d'eau, comme un jardin qui serait celui du jardin d'Éden, d'avant la chute. Cette évocation fugitive du passé justifie la repentance impossible qui annonce la troisième partie, celle où s'exprime la malédiction éternelle, où le poème passe au futur tout à coup pour dire que ces femmes se sont fermées elles-mêmes les portes du paradis, se sont condamnées à l'enfer, mais que dans cet enfer, peut-être, elles trouvent plus que ce qu'elles auraient eu dans leur paradis. On comprend, évidemment, dans ce renversement final, et si on lit attentivement, que les pénitentes espagnoles dont il est question ici sont sans doute les femmes damnées de Baudelaire, ces femmes dont les amours sont condamnés, mais qui préfèrent sacrifier l'éternité de tranquillité et de bonheur, de quiétude, pour une heure de plaisir avec leur compagne, pour pouvoir jouir véritablement des corps féminins. Vivien va plus loin donc en rajoutant que dans ces enfers, elles seront encore entre elles, et que donc au sens propre, la mort ne les sépare pas. À l'inverse peut-être de ceux qui vivent une vie pieuse, puisque arrivé au ciel, on oublie l'amour. La subversion de la pénitence dans le poème est donc absolument totale, et l'on comprend que le non-dit exprimé presque ironique appelle l'érotisme, puisque la suggestion, c'est aussi montrer une partie pour mieux cacher ce qu'on ne dit pas, et donc le laisser dans le domaine du fantasme. Et ici, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle ne parle jamais directement des amours lesbiennes entre ces femmes, alors qu'elle le fait dans plein de ses poèmes, c'est pas du tout par une censure qu'elle s'impose. Euh, c'est simplement que je pense qu'elle développe comme ça une forme de credo lesbien, ou du moins c'est comme ça que je vais essayer de lire ce poème, de credo lesbien, dans une subversion du véritable credo chrétien. Donc la première partie du texte, ce sont ces deux premières strophes qui dressent un tableau intrigant et presque inquiétant, avec des propositions courtes qui ne sont pas coordonnées. Et dans cette ascendette, on a l'impression d'une juxtaposition de détails très étrange qui suggère une scène sans la montrer véritablement, où je vous fais remarquer aussi l'art de René Vivien tout de même, puisque avec quelques détails, quelques coups de pinceau, elle arrive à brosser un portrait très convaincant, très inquiétant, avec la bonne atmosphère.
et tout étant dans l'horizon d'attente que crée le titre, Les Pénitences espagnoles. Euh, mais qui est déjoué, cet horizon d'attente, puisque même si l'atmosphère est très lugubre, on comprend dès le premier hémistiche que finalement ces femmes ne sont plus en repentir, ont renoncé au repentir. Le repentir songeur n'use plus leurs genoux. Bon, la référence au genou est sans doute liée à la tradition qui voulait que l'on fasse le chemin de croix à genoux pour véritablement bien saigner et punir sa chair. Euh, et si on reprend cette image-là, on comprend qu'elles ont renoncé à punir leur chair. Bon, première chose un peu étrange. Je vous fais remarquer aussi, ce que je n'ai pas eu le temps de faire assez remarquer dans chacun des poèmes, qui est la recherche de l'euphonie qui est constante chez René Vivien, avec des jeux de miroirs dans les sons, avec des répétitions en début, en fin de mots qui sont vraiment admirables, avec des rimes parfois qui sont formidables. Je suis passé très vite sur le poème 13 tout à l'heure, qui est dans La Vénus des aveugles, mais qui est un poème où elle arrive à faire des rimes avec des mots extrêmement étranges, des rimes extrêmement recherchées, très riches. Je vous laisse regarder ça. Et je vous laisse observer par exemple ici un seul exemple entre tant d'autres, que dans le premier vers, on entend le son jeur à la fin du repentir songeur, qui à la fin devient urge leurs genoux. Vous voyez, quand vous lisez, ça donne une impression à la fois traînante et de parfaite coordination entre les termes. Et c'est ça qui sert la musicalité de tous ces poèmes, en fait. Si vous cherchez, la lecture de Lolita nous aidait beaucoup à comprendre ça, si vous cherchez très souvent, il y a ces phénomènes d'allitération en miroir qui soutiennent la plupart de ces vers. Euh, donc, bon, cela étant dit, on peut comprendre ce premier vers de deux façons. Soit la procession est finie, hein, les processions de la Semaine Sainte sont finies, donc ces femmes non sont pour repentir et peut-être à quelque chose de privé en dehors de ça. Soit, ce qui est peut-être plus le cas, elles ont renoncé au repentir, elles n'entendent pas demander pardon pour leur péché, elles n'entendent pas punir leur chair pour cela. Peut-être aussi parce qu'elles ont compris qu'elles n'obtiendraient jamais ce repentir et que finalement ce n'est pas véritablement ce qu'elles veulent. Euh, Le repentir songeur étant donc tout simplement une chimère. L'antithèse donc entre le songe et la blessure des genoux, avec le songe, le repentir songeur qui est introspectif, et la blessure extrêmement prosaïque des genoux qui saignent, connote la disproportion du châtiment qu'on est censé leur infliger, c'est-à-dire elles s'aiment simplement entre elles, certainement, ces femmes, et en réalité on leur demande en face de s'écorcher les genoux pour se faire pardonner. Euh, la suite du poème, donc c'est la phrase suivante s'étend sur deux vers. D'abord sur le deuxième vers avec un double complément de lieu qui plante un décor macabre et encore plus inquiétant, celui des champs malsains et des villes malades. Vous retrouvez là le parallélisme de construction avec la répétition de l'initiale mal, hein, malsain, malade. Encore une fois, la recherche musicale de ces poèmes. On est à l'opposé hein, des champs lumineux et sereins de Baudelaire. Donc là, cette fois-ci, ce sont les champs malades. Et il est très difficile de comprendre ce qu'elles feraient parmi des champs malades et les villes. Est-ce que c'est parce qu'elles font elles-mêmes une procession détournée? C'est ce que suggèrent après les Ménades, qui étaient les suivantes de Dionysos, qui étaient ces femmes ivres, en pleine folie, extrêmement violentes, celles qui ont déchiqueté Orphée. On en revient là au silence de la poésie. Mais aussi, on peut aussi se rappeler que dans la mythologie grecque, les morts allaient dans les champs de l'asphodèle. Et peut-être ici, c'est ce qu'on comprendra certainement à la fin, elles sont déjà dans leur enfer damné, dès le début. Si le repentir songeur n'est plus là, c'est parce qu'il est beaucoup trop tard, elles sont déjà condamnées, elles sont déjà emprisonnées pour l'éternité dans les champs de l'asphodèle, dans ces champs d'errance infinie et éternelle. Elle décrit tout de même donc un monde bourbeux et extrêmement menaçant. Il y a le rejet du L danse avec la coupe lyrique, c'est-à-dire la virgule qui vient juste après le E muet du danse, qui le fait traîner extrêmement longtemps, qui en fait quelque chose de très artificiel, mais aussi de très expressif du point de vue de leur danse. Et donc l'introduction de ces ménades noires, noires certainement en référence à la tenue des pénitences espagnoles, noires peut-être aussi parce qu'elles sont déjà... qui implique aussi que la danse qu'elles font n'est pas une ronde gentillette, mais une danse beaucoup plus, comment dire, désordonnée, peut-être même une danse qui est censée suggérer le rapport sexuel. Et la mention finale des cierges, donc à la fin de la strophe, pardon, qui vient pervertir un peu plus la référence religieuse. Le deuxième quatrain, lui, se concentre sur le corps de ces femmes qui dansent, et je pense le plus érotique du poème, puisqu'il donne des détails qui confinent même au fantasme de la religieuse qui est censée s'être donnée à Dieu et qui finalement n'arrive pas à tenir
ces vœux, avec la mention des cilices, donc qui étaient ces tuniques qui étaient faites pour punir la chair extrêmement rugueuse. Et cette fois-ci, ça devient évidemment, je pense, plutôt érotique dans les mots de René Vivien, avec la douleur, mais la douleur, je vous le rappelle, chez elle, est souvent associée à l'orgasme, et un moyen de dire l'orgasme, ou du moins la jouissance, comme on l'a vu dans la chanson qui était dédiée à Nathalie Barnet qu'on a vu plus haut. Et comme par hasard ensuite, les psaumes qu'elles disent sont soupirés ou jetés à grands cris. Pas besoin de commenter plus peut-être sur les connotations érotiques de ces psaumes, soupirés ou jetés à grands cris. C'est-à-dire que le rituel qui semblait être peut-être satanique devient un rituel, disons, érotique, avec le son rauque qu'elles font. Et les grelotières, ce sont les colliers faits de grelots, donc que portaient normalement plutôt les fous, qui les fait passer du côté effectivement des femmes qui sont censées être repérées de loin pour leur folie, leur hystérie. Elles n'ont ni robe ni bijoux, elles ont les cheveux coupés, c'est-à-dire que tous les attraits extérieurs de la féminité sont absents, mais pourtant, elles sont terriblement érotiques, ces femmes. Je trouve ça assez formidable dans ce poème. Elles sont une forme d'antithèse de la féminité, mais qui, par le côté mystique, ne fait que suggérer l'érotisme. On comprend bien donc que ces pénitences ne sont pas du tout vertueuses, qu'elles ne se repentent pas véritablement, et de façon impressionnante, à partir de du deuxième mouvement du texte, l'Espagne n'est plus le lieu fantasmé de l'Inquisition, celui des pénitents, mais devient l'Espagne mauresque, l'Espagne arabe, arabisante, avec, encore une fois, je vous en ai déjà parlé, donc le harem, la Turquie, qui est celle de Kérimé avec laquelle échangeait René Vivien, et ici donc ce mystérieux jardin mauresque, avec le jet d'eau, bon, qui est peut-être une métaphore suffisamment éloquente, suffisamment érotique aussi, et dont la signification est assez claire, c'est-à-dire que ces femmes ont renoncé à porter la pénitence de leur péché qui est de s'être aimées entre elles autrefois et qui reste comme un souvenir au fond de leurs yeux. Je pense que plus ça va plus dans son poème et plus on comprend qu'effectivement elles sont certainement déjà mortes, puisque tout ça n'est évoqué que comme un souvenir, comme quelque chose qui ne reviendra jamais, certainement, puisque étant donné qu'elles ne sont plus que des ombres, il n'y a plus la possibilité de se livrer à nouveau à ces jeux-là. Mais ce qui les habite et ce qui leur fait, ce qui les empêche de regretter d'avoir renoncé au repentir, c'est le souvenir merveilleux des blanches arabesques et des rossignols. Avec la rime éloquente que vous trouvez dans la strophe suivante entre pénitente et consentante, où l'on voit que les pénitentes ont accepté finalement le sort qui est le leur, et pas seulement ont accepté la relation avec les autres femmes. Bon, je passe un petit peu sur tout cela, mais essayez d'observer aussi un peu les synesthésies qui sont partout, avec le vent qui porte les parfums sourds et les oraisons en même temps, qui sont mêlés avec une union de tous les sens, une forme de communion qui est extrêmement importante. Dans la dernière partie, c'est le renoncement qui est formulé dans le futur qui a valeur de malédiction ici, mais une malédiction acceptée, donc peut-être que quelque part ça en devient une bénédiction. Là, on retrouve, disons, une antithèse qui est très baudelairienne. Le ciel donc, est défini comme l'endroit où l'on oublie le plaisir charnel, et l'on retrouve l'oubli qui l'a toujours obsédé, l'oubli de ses œuvres. Le paradis sans être l'oubli de l'amour charnel, puisque les anges n'ont pas de sexe, hein, donc ce n'est pas du tout un lieu où la jouissance des corps est admise, alors que par un merveilleux jeu de renversement, l'enfer devient désirable, puisque il est le lieu du désir, et il est tout l'inverse de ce qu'est le paradis tel qu'il est décrit, c'est-à-dire chaste, pur, clair, lumineux, mais très froid. L'éternité est froide dans sa blancheur. Le dernier vers, je pense, de l'avant-dernier quatrain, avec les voluptés qui sont chassées, est peut-être une référence à Satan, à l'ange déchu, peut-être aussi à Adam et Ève, qui sont renvoyés hors du paradis premier. Et où donc on comprend que René Vivien s'associe à ces déchus, à ces damnés qu'on a forcés à quitter le paradis premier et qui finalement décident de s'accommoder de ce sort-là. Regardez donc la dernière strophe où on se rend compte que l'enfer est préférable à la salvation, puisqu'aux enfers, les damnés sont ensemble, peuvent continuer à s'aimer, avec le ciel limpide et clair, qui est jusque dans ses sonorités, avec l'allitération des L, des liquides, une alternative qui est en fait de moins en moins intéressante, même sur le plan phonétique, avec cette espèce de hiatus, le ciel limpide qui oblige à faire traîner le L, qui n'est vraiment pas très beau, et où donc on en vient à souhaiter la damnation, dans une réminiscence dont Dédané de Baudelaire. Je vous ai reproduit le poème juste en dessous pour que vous compariez. Il y a vraiment beaucoup de proximité entre les deux poèmes.
euh, qui sont évoquées, donc c'est donné directement dans la dernière strophe, donné uniquement au féminin, puisqu'il s'agit bien des femmes lesbiennes qui sont ainsi damnées, et qui nous fait comprendre que peut-être ces pénitences espagnoles, depuis le début qu'on observe, ont toujours été en enfer. Et sur la place publique de René Vivien. Voilà, je m'arrête là pour ce poème à peu près in extremis. Je vous ai peut-être de lièvre, l'Odro sont des poèmes remplis d'érotisme, remplis de rédemption, d'espoir de rédemption, de renonciation, à cette rédemption. L'amour il est toujours très charnel et désespéré, conscient, et le renoncement au paradis est merveilleux, précisément puisqu'il est terrible, que le désespoir est toujours aussi, chez René Vivien, finira toujours par l'amour pour lequel il a sacrifié sa santé mentale, pour laquelle il a sacrifié peut-être sa carrière poétique, pour laquelle il a sacrifié son éternité, rachète le tout. Vous m'entendez? Si, on t'entend de manière hésitante, c'est-à-dire que, mais on t'entend quand même, on t'entend. Bon, de toute façon, j'ai bientôt fini. Voilà, je voulais juste vous dire que j'espère avoir montré ce que je voulais montrer en introduction, c'est-à-dire que René Vivien mérite d'être étudiée pour elle-même et pas uniquement comme une Sappho 1900, puisque Sappho n'est pas la fin de l'étude des derniers vers. Oui, ben je suis désolé. Puisqu'elle est Pauline Méritarne, qui était la véritable, René Vivien s'est projeté dans des têtes figures différentes, dont Sappho n'est qu'une des figures, dans les femmes aimées, dans les femmes fantasmées, jusque dans Anne Boleyn, qui occupait la fin de sa vie. Et toutes ces figures disent quelque chose de la femme et de la poétesse qu'elle a été, et de l'empire des sens qui règne sur sa poésie. Voilà, donc je m'arrête là en remerciant d'abord Léo de m'avoir donné l'occasion de parler un peu ce soir sur René Vivien. Ça me fait très plaisir. Vous remercions vous de m'avoir écouté et en remerciant vraiment très chaleureusement Lolita pour les cadeaux qu'elle nous a fait. D'abord parce qu'elle l'a fait en très peu de temps et ensuite parce que c'était vraiment de très belles lectures qui, je pense, vous ont fait entendre mieux que tout ce que je pourrais vous dire à la musicalité des poèmes de René Vivien. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis très content que tu aies pu aller jusqu'au bout finalement. Alors vraiment, les seuils ont été problématiques. C'est-à-dire que la visio ne voulait pas te laisser commencer, elle ne t'a pas laissé finir. Mais on t'a quand même bien entendu pour la plupart du temps et avec autant de clarté qu'en avait ton discours. Donc, c'était très agréable. Vraiment, merci beaucoup. Et merci aussi pour ce dispositif. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé ceux qui étaient les autres, mais le fait d'entendre une voix sans voir la personne lire, donnait un peu l'impression d'une voix d'outre-tombe qui, avec ses grands accents très, très bien prononcés, qui donnait vraiment beaucoup d'épaisseur au vers. Donc, merci aussi à Lolita si elle nous écoute pour ses lectures, qui étaient vraiment très belles. Merci beaucoup. Je vais commencer avec les questions. Je vais faire la première parce que par visio, il y a toujours un peu cette latence. Donc, n'hésitez pas ensuite à poser des questions. Donc, tu as parlé de la musique qui est évidente et j'ai même l'impression que sa musique évolue au cours de ses recueils et que dans ses premiers recueils, les euphonies sont très languissantes, langoureuses, beaucoup de G, de gutturales et qu'après, justement, à l'heure des mains jointes, il y a quelque chose de l'ordre d'un glissement, d'une douceur qui revient dans le poème de manière musicale également. Mais du coup, au-delà de la musique, est-ce que tu connaîtrais un peu les influences picturales de René Vivien parce qu'elle me semble très présente. Enfin, elle a peut-être renié son côté anglais. Pourtant, il me semble vraiment y avoir beaucoup de pré-raphaélisme dans toute sa poésie, dans les tableaux qu'elle déploie. Est-ce que tu en saurais un peu plus là-dessus ou pas?
Alors, pas beaucoup plus, mais oui, effectivement, elle a une vraie obsession pour les trois grands poètes pré-raphaélites, en particulier Millais, donc que vous connaissez certainement même sans le savoir, qui a peint la célèbre Ophélie, qui est toute pâle dans l'eau stagnante, et qui influence évidemment, surtout dans ses premiers recueils, la représentation de la femme aimée, Nathalie Barnet, qui est très souvent représentée comme une noyée, et qui s'oppose justement à cette eau, cette espèce de marque, en fait une marque de jouissance, avec par exemple l'autre poème dont je vous ai parlé, où elle espère qu'une vague très violente va emporter son cœur. Ça, c'est en fait la mer, contrairement peut-être cette fois-ci à Baudelaire, ou les symboles de la liberté, la mer déchaînée chez Vivien, c'est pas du tout quelque chose de très positif, alors qu'à l'inverse, cette eau stagnante d'Ophélie, elle a quelque chose qui la passionne. Et puis évidemment, j'en ai parlé un petit peu pour À l'heure des mains jointes, Dante Gabriel Rossetti, qui est aussi un des grands pré-raphaélites, l'inspire beaucoup, bon, picturalement dans la présentation qu'elle donne, dans les poses lascives, dans les femmes qui sont représentées. Il y a beaucoup de femmes rousses chez Rossetti. Bon, elles sont moins rousses chez Vivien, mais voilà. Dans aussi, je pense, peut-être une tendance au symbolisme, un amour pour les fleurs, qui effectivement est très très présent dans sa poésie à elle, et qui est aussi présent dans l'influence poétique, hein, puisque les vers de Rossetti l'ont beaucoup influencé. Je n'ai pas parlé, je ne pouvais pas tout dire, de son grand amour pour Swinburne aussi, dans le domaine anglais, puisqu'il est vrai que même si elle a refusé, elle, d'écrire en anglais très souvent, elle a beaucoup lu de poésie anglaise, elle était extrêmement influencée dans tout l'ambiance gothique qui se disperse à partir, en particulier dans la Vénus des aveugles, mais aussi un peu dans À l'heure des mains jointes, quelque chose qui est très très anglais, dans cette atmosphère, voilà, comme ça, de vampires, de femmes damnées qui sont des squelettes et tout ça, voilà. Quelque chose de très anglais quand même, oui. Du coup, comme tu as parlé de l'Ophélia de Millet, il y a ce vers, il y a ce poème Les Noyés, qui est vraiment, je pense, une sorte de réécriture du tableau. Je me permets de le lire et puis après, je laisserai les gens poser leurs questions. Donc, Les Noyés, c'est dans Évocation en 1903. Voici l'heure de brume où flottent les noyés, comme des nénuphars aux pétales flétris. Leurs robes ont l'ampleur des voiles déployés qui ne connaîtront plus la douceur des abris. D'étranges fleurs de mer, étrangement parées, elles ont de longs bras de pieuvre et leur corps se meut selon le rythme indolent des marées. Les remous de la vague animent leurs yeux morts. Semblables aux algues d'ambre et d'or, leur chevelure fluide se répand en délicats réseaux. Et leur âme est pareille aux conques, aux murmures, l'harmonie indécise et mouvante des eaux. Bon, voilà, donc vraiment un poème qui me semble tout droit tiré justement de l'Ophélia de Millet. Et en effet, la présence du pré-raphaélisme est très notable. Merci d'avoir éclairé ça. Peut-être d'autres questions de la part de personnes présentes. Vous pouvez, si vous avez peur de parler de vive voix, la poser dans le chat. Moi, si on m'entend, je veux bien réagir. Oui, bien sûr. On entend. Très bien. Ok, merci, super. Déjà, avant tout, je vous remercie pour l'organisation de cette conférence. Je pense que ça a permis à tout le monde, surtout de faire une belle découverte de René Vivien, qui effectivement, vous l'avez bien dit, n'est malheureusement pas connu ou pas reconnu, à sa juste valeur aujourd'hui. Donc déjà, merci pour ça. Donc pour préciser un petit peu les choses, si vous voulez, moi en fait, je suis en master de recherche et je fais justement mon mémoire sur René Vivien. Donc c'était pour ça notamment que la conférence m'intéressait particulièrement. Je travaille en fait sur les notions de désir et de spiritualité chez elle. Et si ça pouvait en intéresser certains, j'avais quelques petites remarques à faire sur ce que vous avez dit. Il y avait des thématiques dont vous aviez parlé qui étaient intéressantes et auxquelles j'aurais bien voulu réagir, et puis quelques petites réflexions aussi. Donc déjà d'ordre biographique éventuellement. Quand j'avais lu l'exemplier, j'avais vu que vous placiez Violette Chilito parmi les amantes de René Vivien. Je voulais savoir si vous aviez trouvé certaines sources pour préciser ça, parce que moi, au contraire, quand j'ai fait mes recherches, je n'ai rien trouvé qui va en ce sens, et au contraire, j'ai plutôt trouvé tout ce que j'ai vu en fait va dans le sens où
Violette Chilito était ton amie d'enfance, vraiment une amitié extrêmement forte, mais de l'amitié, voilà, véritablement. Oui, alors en fait, j'en ai parlé donc au tout début, je ne sais pas si vous étiez déjà présente. Effectivement, je pense avoir mis dans l'exemplier ou amoureuse, puisqu'effectivement, il semble qu'il n'y ait pas eu entre elles de quelque chose qui est allé très loin, mais j'avais cité, je ne sais pas si vous étiez là, si vous l'avez bien entendu, donc je recite un passage d'une femme apparue, que vous devez connaître, sa biographie sous forme de roman à clé, où elle évoque un amour de jeunesse sous ces mots. Vers l'âge de 13 ans, je me pris d'une passion très pure pour une compagne dont j'aimais les beaux sourcils mélancoliques, l'ignorance éloignée l'une de l'autre, nos deux bouches trop ingénues. Donc, c'est ce que j'essaie de dire un peu, je ne sais pas, peut-être que il faut nuancer a posteriori. Effectivement, rien ne prouve, et même il est peut-être plutôt vraisemblable qu'elle n'ait pas été amante au sens charnel du mot, mais qu'en revanche, il est tout à fait possible que cette amitié ait été beaucoup plus qu'une amitié, ou en tout cas ait servi d'éveil aux passions de René Vivien. Voilà. Bah c'est bon, si vous voulez, là je pinaille vraiment sur la question de Violette Chilito, mais si vous voulez, là par exemple, j'ai sous les yeux une lettre de Vivien à Jean-Charles Brun, dont vous avez parlé, où par exemple, donc là je vous cite, elle dit en parlant de Violette, vous ne savez pas quel être unique elle est, j'ai pour elle des tendresses de sœur, elle a été l'amie de ma plus lointaine enfance, elle est le seul être au monde qui m'ait véritablement aimée. Donc, si vous voulez, voilà, là, je pinaille un petit peu, encore une fois, mais c'est, voilà. Oui, enfin bon, après, si vous voulez, on peut pinailler indéfiniment, mais comme je vous l'ai dit dans À l'heure des mains jointes, l'amour sororal n'implique pas du tout que ce soit un amour véritablement uniquement de sœur, comme on l'a dit, puisque elle représente son amour avec la baronne comme un amour sororal. Bon, après, moi, je suis pas spécialiste, donc je j'entends pas débattre des heures sur des points comme ça, Oui, mais non, là, je voilà, pense, voilà. savoir si vous aviez, voilà, une référence à la base à propos de ça. Voilà, je vous ai tout dit. Ok, d'accord, très bien. Bah, si d'autres personnes veulent parler, en tout cas, vu que ça fait un petit moment que j'ai réagi à ça. Non, mais je pense que l'ambiguïté, en plus, dans la poésie de René Vivien, est quand même une figure poétique et une figure de création très importante. Et au-delà de la réalisation de cet amour ou non, ce qui est sûr, enfin, ce qui me semble assez frappant à la lecture, c'est la façon ambiguë dont le symbole de la violette va venir abreuver sa poésie et va venir même des années après, même quand elle est passée dans des cycles poétiques qui semblent plus éloignés de la mort de Violette, comment ce symbole, cette présence poétique de la Violette vient constamment réanimer sa poésie, que ce soit dans des évocations de sérénité ou aussi dans des évocations parfois de poèmes plus ambigus. Donc, en tout cas, sans du tout avoir possibilité de trancher sur la question, en découvrant cette histoire de Violette que moi j'ignorais, n'ayant lu que les poèmes, on sentait tout de même que cette présence et cet amour, parce qu'il est quand même question d'amour pour le coup, a marqué la poétesse et a continué à influencer sa poésie tout le long de sa vie. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Personne ne répond. Du coup, d'autres questions, d'autres points sur lesquels vous voudriez échanger? Je crois que vous avez dit que vous avez plusieurs points à évoquer, vous pouvez les développer, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent parler, donc si vous avez toujours envie de partager avec nous vos remarques, je pense que Oui, ça peut être intéressant. tout à fait. Je me permets de dire que d'avoir quelqu'un qui travaille aussi sur René Vivien, ça offre des C'est très précieux. Ça offre des différences de point de vue et je suis très content qu'ils puissent se confronter et s'exprimer. J'ai quelques problèmes de connexion, donc ça saute un petit peu. Alors ça, on ne vous reprochera pas. C'est une malédiction. On en a eu suffisamment aujourd'hui, effectivement. Après, bon, voilà, j'ai encore d'autres choses à dire si vous voulez, si personne n'a d'autres questions à poser, mais après, si d'autres personnes veulent s'exprimer, je pense allez-y maintenant plutôt parce que sinon on peut faire Non. Allez-y. Bien écoutez, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, ce que j'avais trouvé intéressant aussi,
c'était quand vous parliez notamment de la question du désir dans les poèmes de Vivien. Ce que je trouve de particulièrement intéressant, en fait, dans sa poésie, et ce qui, selon moi, en fait toute l'originalité, c'est que quand il est question de désir et de charnel chez elle, c'est que ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'objectivation de l'autre et de l'être aimé dans sa poésie. Et là, c'est quand même une grande différence avec la plupart des poètes du canon littéraire et, disons-le, avec des poètes hommes et hétérosexuels quand même. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a constamment un mélange entre ce qui tient du spirituel et ce qui tient du désir et du charnel chez elle. Et voilà, les deux sont constamment reliés. Et voilà, l'originalité vraiment palpable dans sa poésie, c'est effectivement, selon moi en tout cas, qu'il n'y a jamais de réification. Et ça, je trouve que c'est un élément vraiment important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réification en ce sens que c'est un spirituel qui, certes, naît, comme vous l'avez bien expliqué, d'un désir tout à fait réel, et donc à l'aspect charnel tout à fait tangible. C'est un corps également, bien évidemment, qui est question d'érotisme, voilà. Mais pour autant, ce désir, si vous voulez, je trouve qu'il est réel dans le sens où il tient non pas juste... comment dire, vous voyez, ce que je trouve intéressant dans sa poésie, c'est que c'est pas on fait le chant d'un corps comme on pourrait le faire de l'un ou de l'autre, mais le corps est intéressant en ce sens que c'est le corps de l'être aimé. C'est pas une réification de son corps, mais c'est vraiment, voilà, le charnel prend de l'importance parce que c'est le corps charnel de l'être aimé. Et ça, c'est, selon moi, ce qui la différencie vraiment en tant que poétesse pure, voilà, des autres grands noms de la poésie. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, je suis tout à fait d'accord. J'avais prévu un moment de vous parler du fait que elle avait été, on peut l'avoir aussi comme un précurseur des conceptions sur le regard masculin, le male gaze, et en particulier, j'espérais pouvoir vous citer un extrait qui est dans l'exemple que vous pourrez regarder, d'un texte qu'elle appelle nouvelle, que je pense aujourd'hui on appellerait poème en prose, qui s'appelle Bona Dea et qui fait référence à un culte romain un peu obscur qui était interdit aux hommes et qui a donné lieu évidemment à des déchaînements de fantasmes. Et dans ce poème, effectivement, on voit qu'il y a la volonté, elle parle au début de voiler les effigies des hommes qui sont là pour faire en sorte que la virginale immortelle ne soit point offensée par la vue d'un homme, des choses comme ça. Donc vous voyez, il y a vraiment, effectivement, vous avez raison, l'idée que le regard masculin fausse quelque chose dans sa poésie à elle et qu'elle compte imposer quelque chose qui est fondamentalement différent du regard masculin sur le corps féminin. Voilà. Eh bien, plaisir. Je ne sais pas qui a intervenu dans la conversation, mais Billy, de son... C'est Lolita, c'est moi. Ah, d'accord. Lolita, merci de vive voix, et puis avec plaisir. D'accord. Donc moi, je travaille donc, sur Une femme m'a paru, donc de René Vivien, donc Guillaume, que tu as évoqué comme étant un roman autobiographique. Bon, justement, dans ma recherche, j'essaie de décoller le référent autobiographique de ce roman pour le considérer autrement qu'un roman clé ou qu'une simple élément autobiographique. Et